Moi, en tant que coach, ce n'est pas ma prérogative. Ma prérogative, c'est pas de te dire ce que tu as envie, c'est de te dire ce que tu as besoin. C'est très différent. Toi, tu as beaucoup de boutiques e-commerce qui chiffrent à plusieurs millions. Aujourd'hui, un accompagnement, on va en parler aussi, des milliers de membres. D'abord, j'apprends, je comprends les codes, je comprends les règles. Je joue pas un jeu si j'en connais pas les règles. Le format que tu proposes, qui est du networking, c'est ça qui permet de discuter, d'échanger avec d'autres entrepreneurs, d'autres horizons. Et forcément, si tu intègres un groupe, une structure où il y a que des gens qui sont ce que toi t'aimerais être, qui vont te permettre d'avoir une ascension beaucoup plus rapide. C'est tout bon, tout fonctionne. Flo, merci d'être là sur ce moment. On est sur un mastermind en Chine. Il se passe pas mal de choses. On va présenter un petit peu ton parcours. Toi, tu as beaucoup de boutiques e-commerce qui chiffrent à plusieurs millions. Ça fait pas mal d'années que tu es dans le e-commerce. Tu as aujourd'hui un accompagnement, on va en parler aussi. Vous avez accompagné des milliers de membres, voire un peu plus que ça. Hein. Vous avez vraiment reçu du monde. Ouais. Un avatar qui présente quand même des beaux résultats. Tu as aujourd'hui une phase de restructuration avec déjà plusieurs business à ton actif. On est, vous ne le voyez pas derrière la caméra, mais dans une immense suite dans un bel hôtel en Chine, au Hilton, parce que tu as une certaine connaissance aussi sur ce point-là. Au-delà du réseau, des expériences un petit peu adaptées aux entrepreneurs, ça peut être un sujet. Et l'idée de tout ça, c'est de présenter un peu ton parcours, ce que tu as fait, ce que tu es venu chercher dans ce mastermind en Chine. Ce qu'on a fait, ce qu'on a pu voir par là, et puis aussi de parler un petit peu de e-commerce. Ça te va? Ah oui, carrément. Merci beaucoup de ton invitation. Comme tu m'as dit, je vais être le premier podcast que tu vas faire, donc c'est vraiment un honneur pour moi. Très content de ce séjour. Je pense que on reviendra sur le sujet de ce séjour. Qu'est-ce qui nous amène ici? Où est-ce qu'on est? Pourquoi? Quel est le but? Donc non, très heureux d'être ici. Et puis je vais me laisser guider. Hein. Écoute, moi je te propose qu'on commence par te présenter un petit peu, qu'on parle grosso modo de ton parcours, de ce qui t'a amené dans le e-commerce. Toi, tu as une vie assez folle, tu n'as pas que été dans l'entrepreneuriat avant. Et l'idéal, c'est de comprendre, parce qu'on a tous un petit peu le même parcours, toutes les personnes qui vont regarder ça viennent d'un truc un petit peu difficile où elles ont galéré. Ouais. Tout le monde en a pris un peu plein la gueule, et je pense que c'est ça qui réunit tous les entrepreneurs aujourd'hui. Ouais. C'est aussi nos galères, il faut savoir en parler. Donc d'où tu viens et quel a été ton parcours et ton premier business? Alors, j'ai un parcours assez atypique. Déjà, j'ai 42 ans, donc je vais peut-être dans l'environnement, il y a beaucoup plus d'entrepreneurs, beaucoup plus jeunes. Donc, ma vie entrepreneuriale n'a commencé, je crois, à partir de mes 35 ans à peu près, véritablement. Donc, ça fait à peine 7 ans. D'accord, donc avant ces 35 ans, j'ai une autre vie, pas du tout entrepreneuriale. Je ne suis pas issu d'un parcours ni l'école de commerce, je n'ai pas de famille dans l'entrepreneuriat non plus. Mais ma famille est classe ouvrière moyenne, voilà. Donc non, c'est un chemin semé d'embûches, comme tu l'as dit. Je pense que c'est un point qui nous rejoint très souvent, à force de networker, de connaître un peu les parcours de chacun. On voit qu'il y a un pattern qui se dessine. Et moi, j'ai l'intime conviction que pour entreprendre, il faut de la résilience. Et la résilience, elle ne s'achète pas. Et c'est ton parcours de vie. Je pense au-delà du business, avant on ne fait pas de business, on ne sait pas ce que c'est, et on n'a pas forcément cette idée-là, mais le salariat, la vie de tous les jours, la famille, etc. va te jalonner ton parcours de différents obstacles. Et je pense que c'est ça qui forge un homme avec un grand H, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes entrepreneuses. Si on dit entrepreneuse, entrepreneureux. Pour répondre à ta question, oui, avant j'ai eu un parcours salarié, et voire même avant, plutôt militaire. Donc moi j'ai une double carrière militaire. J'ai été pompier volontaire une dizaine d'années. Donc ça c'était pour m'occuper le temps sur mes temps libres, on va dire. Mais ça a été quand même une carrière de 10 ans en volontariat. Grosse expérience de vie. Ça c'est vraiment peut-être quelque chose qui me sert aujourd'hui dans l'approche. On en discutera peut-être plus tard sur le mindset, sur tout ça. Ça a été vraiment game changer pour moi. Je ne le savais pas à l'époque, mais aujourd'hui, avec du recul, je comprends que c'est quelque chose qui m'a donné beaucoup de skills. Donc pompier volontaire pendant 10 ans et puis aussi militaire dans la marine nationale sur ce parcours. Donc ça a d'abord été ça, et après un retour à la vie civile qui n'a pas été simple pour tout dire, mais je pense que tout militaire
qu'il y ait un retour civil, c'est toujours jamais une transition simple. En tout cas, moi, ça a été compliqué. Du coup, je me suis cherché, j'ai beaucoup tâtonné. Mais encore une fois, ces expériences m'ont permis aujourd'hui de mieux apprécier mon rôle de chef d'entreprise et surtout de manager des gens. Donc d'avoir fait beaucoup d'intérim, puisqu'au début tu te cherches et tu touches un petit peu à tout. Donc j'ai fait beaucoup d'intérim dans le BTP, dans la restauration. J'ai vraiment élargi mes horizons et à travers toutes ces petites expériences, j'avais déjà la façon de réfléchir de comment était structurée une société, comment le management était fait, qui fait quoi, le rôle de chacun. Enfin, c'était stimulant pour moi de comprendre ça. J'en connaissais pas forcément le sens. Aujourd'hui, bien évidemment, bah oui, tout s'éclaire pour moi puisque à partir du moment où tu vas structurer, tu vas devoir déléguer, tu vas devoir t'entourer, donc créer différents pôles, des responsables et comprendre un organigramme et le structurer. Bah, en fait, c'est tout ce parcours-là qui m'a nourri, qui me sert aujourd'hui. Donc ça, je pense qu'aussi c'est une force pour ceux qui entreprennent d'avoir d'abord été dans un schéma plutôt classique, salariat, d'avoir testé beaucoup de choses, différentes structures, des grosses boîtes, des petites PME, peu importe, et de voir un petit peu tous les avantages et les inconvénients de chaque structure. Et après, bah, quand c'est à toi de le faire, bah, du coup, tu te souviens de tiens, ça j'aimais bien, ça c'était efficace, ça pas du tout, c'était contre-productif, ou c'est pas du tout ma vision de la ressource humaine au sein de mon entreprise. Donc, par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas de salariés. D'accord ? Dans tout ce que je fais, c'est forcément soit des freelances, par exemple, ou des collaborateurs. Mais le fonctionnement salarié, pas du tout. Parce que moi-même, je l'ai été et je ne m'y retrouvais pas. Je n'étais pas épanouissant, je ne trouvais pas que c'était au mérite. Donc, tu vois, c'est par exemple cette chose-là qui m'a fait dire, bah, le salariat, tu l'as quitté, c'est pas pour toi-même créer un nouveau système de salariat au sein de ton écosystème. Ça n'a pas de sens. Voilà, c'est toutes ces petites choses-là. Donc oui, j'ai une vie plutôt bien remplie. Et aujourd'hui, ben, tout ça me sert, toutes ces expériences, ces souvenirs me permettent aujourd'hui de mieux me structurer, d'être créatif. Alors, je n'invente pas la roue, mais par contre, de me rappeler que quand j'ai bossé dans un kebab à telle période pour un festival, il y avait de la scarcity, il y avait de l'urgence, il y avait le côté événementiel, il y avait le relationnel. Donc, c'est tous ces aspects-là qu'après, bah, pour nous, en tant qu'entrepreneurs, on doit avoir toutes les casquettes. Et ça, c'est vraiment enrichissant de se souvenir de tout ça et puis d'essayer de le reproduire, en fait, tout simplement. Ouais, complètement. Tu parles de pas mal de sujets intéressants, justement, des hauts débats, un gros attrait de ton côté pour un petit peu tout ce qui va concerner l'humain. Ouais. C'est ce qu'on a vu aussi sur cette semaine qu'on a passée ensemble, toi et moi. Et une vraie, on va dire, un vrai objectif qui est corrélé à la performance. Que ce soit dans tes structures, dans ta manière de scaler des business, on va en parler après, ça fait partie de tes activités. Tu as toujours une orientation à la fois humaine, mais à la fois aussi performance, dans le sens où tu vas donner ta chance à chacun au maximum, c'est-à-dire leur permettre d'avoir un vrai retour. Qui travaille le plus aura le plus de performance. Ouais. Comment tu arrives à corréler le fait de donner vraiment cette chance de performance, ce driving performance, tout en gardant une vraie humanité dans ton management? Parce qu'on peut être un petit peu dur avec, on va dire, ce choix de management. Effectivement. Déjà, il y a beaucoup d'aspects c'est un travail déjà qu'on doit faire sur soi-même. Je pense. C'est pas quelque chose qu'on peut reproduire parce qu'on l'a vu ou autre. Il y a un vrai travail sur soi-même à faire. Et je pense, selon moi, un bon coach, sa vocation n'est pas d'être aimé, n'est pas d'être accepté de tout le monde. Je considère que si je suis capable de coacher tout le monde, ça veut dire que je coach personne. Donc il faut vraiment que j'ai ma méthode. J'estime que tout coach n'est pas fait pour tout type de client et chaque client aussi n'est pas fait pour tous les coachs non plus. On doit avoir sa patte, sa façon de faire. Imaginons un coach sportif, eh bien, si face à lui il a un client et une fois qu'on fait cet audit, on sent cette personne-là qui se fixe un objectif, je ne sais pas, de perte de poids de 10 kilos, prenons une chose simple, mais que cette personne, ses leviers, ses mécanismes pour... En tant que coach, je vais sentir que cette personne, comment je vais l'amener à ce point-là,
j'ai ma méthode, donc je vais avoir la méthodologie de sport et de nutrition, mais c'est pas un robot que j'ai face à moi, j'ai un humain qui fonctionne, qui a une histoire, qui a une sensibilité, qui a un vécu peut-être aussi avec le sport, c'est quelqu'un, le sport ça a été une douleur à l'école par exemple, donc tout ça doit être pris en compte et je vais devoir adapter ma méthode pour l'amener à ce point-là, mais ça doit être ensemble. Je ne peux pas lui imposer. Et peut-être je ne suis pas la meilleure personne pour ça. Parce que moi, je sais que je suis assez punchy. J'aime bien donner du rythme, de l'intensité, mais je ne vais forcément pas imposer ce rythme. Donc je vais forcément chercher des gens qui ont un attrait pour ce type de coaching. D'accord ? Il y a d'autres personnes qui sont plus dans l'attente d'avoir un coaching dit bienveillant, entre guillemets, où ça va être beaucoup plus dans le... Alors, il y a beaucoup d'empathie, ça je pense que c'est la clé pour tout. Alors, mets le mot que tu veux, hein, que ça soit coach, mentor, professeur, peu importe, il faut beaucoup d'empathie. La clé, je pense, c'est de ne pas être dans le jugement. Et ça, c'est un exercice qui est très difficile parce qu'on reste humain et le jugement, c'est un sport. Surtout peut-être en francophonie où aussi c'est très, très normé, on nous cadre comme ça, la société, l'école ou autre. On est beaucoup dans le jugement, donc il faut faire un gros sevrage, un gros travail sur soi-même pour ne pas être dans le jugement. Alors je pense que cette carrière de pompier m'a beaucoup aidé puisque on doit être apolitique par exemple. On doit avoir aucun jugement sur la personne, on doit intervenir et peu importe qui tu es, d'où tu viens, ta religion, ce que tu... Ça n'a aucun intérêt pour nous. Le seul objectif est de remplir la mission qui est ta survie. Et même si tu viens d'éradiquer ta famille juste avant, je n'ai pas à juger, je ne suis pas un juge, je ne suis pas la justice, chacun son rôle. Mon rôle à moi est d'apporter les soins vitaux et de faire en sorte que tu survives. Le reste ne m'appartient pas, il y a d'autres, chacun son rôle. Et bien tout ça fait que je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé à ne pas être dans le jugement. Donc d'avoir tout de suite ce recul sur une situation, sur une personne et de la prendre telle qu'elle est. Et comme j'ai beaucoup travaillé sur faire du closing, donc je me suis formé au Canada et aux États-Unis il y a 6, 7, 8 ans à peu près, parce que c'est de là-bas que ça vient. Et c'est une approche qui est très différente d'un commercial, par exemple, où on va beaucoup plus être dans l'accompagnement, ne pas créer le besoin, mais déceler le besoin, et ensuite amener la personne à décider d'elle-même si cette offre-là, si ce service est fait pour lui ou pas. Alors qu'un commercial va tout faire, par exemple, pour définir que ce service qui vend cette prestation, c'est ce que tu as besoin. Tu le sais pas, mais du coup, je vais t'amener dans la discussion à faire que... c'est de la force de vente, en fait. Alors que le closing n'est pas du tout cette approche, n'est pas dans la force de vente. Mais ça, c'est un autre sujet, on pourra le développer beaucoup plus fortement. Mais pour revenir à ça, qu'est-ce qui m'amène c'est d'être détaché. Alors c'est très humain, mais alors c'est très ambivalent tout ça, parce qu'on doit être très empathique, pas dans le jugement, mais on doit amener la personne à un objectif. Donc naturellement, il va y avoir du dépassement de soi, sortir de sa zone de confort. Donc mon rôle à moi n'est pas de te dire ce que tu as envie d'entendre. Ça, je laisse tes amis, ta famille, ce soin-là. Mais moi, en tant que coach, ce n'est pas ma prérogative. Ma prérogative, c'est pas de te dire ce que tu as envie, c'est de te dire ce que tu as besoin. Ouais. C'est très différent. Et aujourd'hui, je pense, alors c'est pas un luxe, mais je pense que tout coach devrait faire ça. C'est aussi de savoir dire non, savoir définir que cette personne-là, je suis pas faite pour... donc il faut beaucoup travailler sur son ego, forcément. Mais il faut savoir dire non, il faut savoir se dire, est-ce que cette personne-là, je vais l'amener là où elle souhaite? Est-ce que j'en ai les compétences? Alors, très souvent, oui. On peut répondre à cette question par oui. Est-ce que je vais en avoir envie? Est-ce que je vais m'épanouir là? Est-ce que ça va être un bon deal? La réponse est souvent non. Et quand c'est non, il faut savoir décliner cette opportunité, rediriger la personne, parce qu'aussi il faut avoir une vision long terme. Donc tu as ta réputation que tu engages aussi, donc ton souhait à toi, c'est d'avoir des clients qui sont satisfaits.
Donc si moi je ne suis pas sûr de t'emmener là où tu veux aller et que tu vas être déçu, on a perdu tous les deux. Complètement. Donc en fait, ce que je comprends un petit peu de ton retour, c'est que ce soit au niveau de tes équipes ou en final de tes clients, puisque tu te présentes avant tout comme coach, même si à côté de ça, tu as quand même plusieurs business qui tournent déjà, qui sont complètement automatisés et qui à l'année font, on va dire, de très belles performances. Tu te présenteras toujours comme un coach et c'est vraiment ce que je vois dans ton retour, donc vraiment une vraie écoute de la personne. Tu mets en fait, tu places l'écoute au centre de tout. Ouais. Qui va te permettre du coup de trouver ce qui va bloquer chez quelqu'un. Et ça te permettra autant de le coacher et de l'aider à la performance de son côté, autant de ton côté s'il fait partie de ton équipe. Et ce retour-là, il est plutôt intéressant. Et au-delà, on va dire, de l'écoute et de ses capacités humaines, je sais que du coup, tu fais du coaching dans la niche du e-commerce. Comme je l'ai dit plus tôt, tu as un accompagnement sur lequel vous avez accompagné plusieurs milliers de personnes. Tu as quand même une structure qui aujourd'hui tourne avec une centaine, à peu près 200 personnes, je crois, qui travaillent avec toi au quotidien pour accompagner tout le monde. Comment tu es arrivé sur l'opportunité du e-commerce et qu'est-ce qui a fait que ça a marché pour toi? Alors je ne suis pas arrivé à l'e-commerce, ça n'a pas été mon tout premier essai, tout premier business et hop c'est parti. À l'époque, alors du coup faut bien remettre le contexte, c'était il y a 2018. On est en 2025, donc ça fait 7 ans. Ça paraît court, mais ça paraît tellement loin vu l'écosystème aujourd'hui, l'accès aujourd'hui à l'information, les formations en ligne. Mais à l'époque, c'était un vrai Far West. Et on était un peu précurseurs et aussi démunis sur le marché à trouver les réponses, à avoir des formations qui existent. Alors, avec toute l'échelle que ça peut comporter, hein, il y a des bonnes formations, il y en a des moins bonnes, il y en a des médiocres, il y en a des vraiment très très nuls et c'est du scam. Bref, à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Et du coup, j'ai commencé d'abord par une formation, ce qui m'a amené déjà le concept de formation en ligne. Ce qui était à l'époque déjà pas simple, surtout pour un francophone, de se dire se former en ligne, ça ne peut pas être efficace, il y avait beaucoup d'amalgames. Beaucoup de croyances limitantes par rapport à ça. Alors aujourd'hui, l'écosystème en 2025, les formations en ligne de toutes les niches, donc les gens ne se posent plus la question de est-ce que ça peut marcher une formation en ligne à distance, est-ce que ça peut être vrai, etc. Pour aujourd'hui, tout le monde est OK là-dessus. Mais à l'époque, pas du tout. Et ce n'était pas dans l'idée de faire du business. Moi, ma première formation en ligne, ça a été sport et nutrition. Parce que suite à cette carrière-là, et je suis retombé dans le civil et je me suis cherché. J'ai eu 2 burn-out, en fait. Et ce qui m'a demandé à faire des démarches pour mieux me comprendre. Et en même temps, je découvre que j'ai peut-être un signe héréditaire d'un problème de dos. D'accord, qui paralyserait, voilà, c'est un gène qui pourrait s'activer, qui est héréditaire. Et je vois mon père qui lui a 65 ans, est bloqué complètement du dos. Toutes ses vertèbres se sont soudées au fur et à mesure de son âge. Et aujourd'hui, il tombe à la retraite à cette époque-là. Et il n'est plus capable de pouvoir se mouvoir. Donc il a travaillé toute sa vie, il tombe à la retraite, c'est le moment pour lui d'en profiter. Puisque c'était un petit peu la vision de nos aînés, travailler toute sa vie, 40 ans, etc. Et puis on profitera à la retraite. Et puis donc il y a ça qui intervient. Et je me dis, à 6 mois, je l'ai, c'est mort. Je ne veux pas finir comme ça. Je veux pas. Donc, quelle solution j'ai? C'est génétique, il n'y a pas de traitement. Donc mon père avait pas de traitement, il a fait le cobaye les 15 dernières années, donc toujours dans la souffrance et sans avoir d'espoir réel. Et du coup, je me suis dit, comment je peux contrecarrer ça? Donc on m'a dit, ça ne se soigne pas, il n'y a pas de traitement. La seule chose que tu peux faire, c'est ralentir le processus. Et donc, va falloir que tu travailles vraiment ton anatomie, développer ton dos, etc. Donc ça rentrait un peu dans la technique. Et je me suis dit, ça m'a tellement choqué que je me suis dit, ok, ça, il faut que je maîtrise le sujet. Et donc, j'ai réfléchi, j'avais des amis à l'époque qui étaient kinés, enfin, qui sont toujours d'ailleurs, kinés, podologues, etc. Et je ne me voyais pas reprendre des études de 5 ans pour devenir kiné ou autre. Donc, je me suis dit, comment je peux faire?
il faut vraiment que j'apprenne l'activité sportive, comment fonctionne le corps, l'anatomie, la physiologie, la nutrition. Et c'est comme ça, en cherchant sur Internet, je tombe sur une petite formation qui est devenue grande aujourd'hui, qui a plus de 10 000 membres depuis. Et je rentre en tant que membre, voilà, et dans la volonté de me former sur sport, enfin activité physique, donc poids de corps, voire musculation aussi en salle, il y a les 2 programmes, plus la nutrition, puisque ça va ensemble. Vraiment dans l'objectif de me dire, je veux vieillir proprement et je pars avec un handicap, ok, soit, c'est pas une fatalité, il faut que je trouve le moyen de contrecarrer ça, il n'y a pas de traitement, peut-être dans le futur, mais c'est pas, je peux pas attendre après ça, donc il faut que je prenne les choses en main. Et c'est cette formation-là qui m'a donné un peu le pied à l'étrier, et à travers cette formation, il y avait tout type de profil. Et pas mal d'entrepreneurs, qui moi à l'époque c'était des gens très très loin de moi. Moi, un entrepreneur, j'avais que la vision B2B. Et là, je vois des gens de différents âges, des gens dans le business, des jeunes, plus ou moins, et qui entreprennent. Mais pas du B2B. Il y en a qui ont du B2C, il y en a qui sont nomades digitaux, donc c'est là que je découvre le concept de nomade digital. Et eux, ils étaient dans ce programme pour avoir de la performance. Tu vois, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, de se dire, ok, on sait que l'hygiène de vie va être clairement un élément important pour performer. D'accord ? Et eux, ils étaient déjà dans ce truc-là il y a 7-8 ans. Et puis, je voyais, ils avaient mon âge, parce que j'avais déjà 35 ans à l'époque, entre 32 et 35. Et il y avait des gens de mon âge, à peu près. Je dis, mais on n'a pas eu la même vie, on n'a pas le même parcours. Eux, ils entreprennent depuis 10-15 ans dans des business que je ne sais même pas ce que c'était, que ça existait, etc. Une vie de nomade digital, la vie qu'on a aujourd'hui là, ils l'avaient déjà eux. Et là, ça m'a ouvert des portes, en fait. Et puis, comme c'était une formation où, là, peu importe qui tu es, on est tous dans le même bateau. L'objectif, chacun d'entre nous est là pour apprendre tout ça. Et puis, du coup, on échange beaucoup. C'était très humain. Très, très humain, déjà, à l'époque. Il y avait il n'y avait pas le terme mindset, mais c'était quand même développé là-dessus. Beaucoup d'entraide. Et à force de discuter, on discute du parcours de chacun. Et là, je commence à découvrir toutes ces choses-là. Et c'est ça qui m'amène. Et donc, il y avait des gens en dropshipping, il y avait des gens dans la bourse, dans le trading, dans l'immobilier. Et là, ça y est, c'est une boîte de Pandore pour moi qui s'ouvre, de ce champ des possibles. Et là, je me dis, mais pourquoi j'ai jamais entendu... C'est pas en boîte d'intérim qu'on m'a parlé de ça, c'est pas à la télé qu'on m'a parlé de ça, c'est pas mes parents ou ma famille qui m'ont parlé de ce genre de choses. Je me dis, mais il y a un monde parallèle que je suis même pas au courant, en fait. Et je me suis dit, ok, il faut que je poursuive. Et comme toute chose que j'entreprends, tu l'as dit tout à l'heure, je cherche la performance. D'accord ? Donc d'abord, j'apprends, je comprends les codes, je comprends les règles. Je ne joue pas un jeu si je n'en connais pas les règles. Donc je mets du temps au départ pour bien comprendre l'écosystème. Et ensuite, je vois qu'est-ce que moi, je peux en tirer pour aller dans de la performance. Et donc, au sein de ce programme à l'époque déjà, de membres, j'ai interagi avec les CEO de l'époque et j'avais des idées, des choses que moi j'avais vécues en tant que pompier. Je m'étais occupé de jeunes sapeurs-pompiers, donc comment les amener à former des jeunes, un système de parrainage. Et la structure de l'époque tendait à scaler en fait. Et ils avaient besoin de se structurer. Et moi du coup je suis arrivé avec des idées comme ça de comment pouvoir scaler leur business, faire de l'accompagnement, toujours autant qualitatif, mais d'augmenter leurs membres en fait, le nombre de membres. Et donc j'ai réfléchi à ce système de parrainage que j'ai fait avec un collègue de l'époque, un membre du programme aussi, qu'on s'entendait bien et on leur a proposé ça. Et puis de fil en aiguille, ça a bien fonctionné. Et puis après, comme à cette époque-là, j'apprenais le closing, je me suis dit, tiens, je peux peut-être aussi inclure ça, leur proposer ça. Et donc j'ai été dans les premiers à leur proposer et de mettre en place ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un pôle closing dans une structure. C'était les prémices en fait. Et donc à chaque fois que je rentre dans un écosystème, je prends le temps de le comprendre et après je cherche toujours l'optimisation. C'est je vais dire naturel, mais c'est un chemin que je fais tout le temps en fait. Je ne réfléchis pas, c'est normal pour moi de le faire. Parce que j'ai besoin que ça soit, c'est peut-être ça, hein, j'ai besoin que ça soit stimulant et
S'il ne l'est pas, je vais me donner les moyens de le booster, de lui donner de l'énergie, une dynamique. Parfois ça prend, parfois ça prend pas, mais très souvent ça marche. Les gens voient tout de suite le potentiel de scalabilité, et ça, du coup, j'en ai fait une spécialité, de booster des business, quels qu'ils soient. Complètement. Donc ça a été l'expérience qui, au final d'une expérience client, t'a mis le pied à l'étrier, en fait, dans le business. Ouais. Et qui t'a amené aujourd'hui là où tu es. Tu as parlé de pas mal de sujets assez intéressants, le concept de ces gens qui arrivent à vivre dans d'autres pays, Ouais. à bouger, avoir un petit peu cette liberté qui reste encore aujourd'hui un petit peu un mythe pour le commun des mortels, j'ai envie de dire. Ça paraît un peu fou, ce qu'on vit. Ça l'est, toi par exemple, tu as cette vie maintenant depuis plusieurs années, Ouais. tu l'as poussée à des niveaux assez fous, si vous pouviez voir ce qu'il y a devant nous, donc avec ce cadre-là de vie, ces memberships dans par exemple des hôtels, l'accès aussi à d'autres pays, à plus de droits, à plus de choses. Voilà, il y a toute une vraie problématique au-delà du simple fait de se dire tiens, c'est cool, je vais aller tester de vivre un petit peu à l'étranger. Qu'est-ce qui aujourd'hui devient de plus en plus important pour un entrepreneur qui envisage de vivre dans un autre pays, de s'expatrier, qui commence à avoir un business qui scale, qui commence à faire pas mal d'argent? Ouais. Qu'est-ce que tu lui recommanderais justement pour pouvoir continuer de le faire toujours en gardant un beau cadre et en allant chercher de la croissance à l'étranger? Ça, c'est une question vraiment centrale, je pense, pour un entrepreneur. Alors, c'est des questions qu'on n'a pas forcément au début, et c'est normal, et il ne faut pas avoir ça au début. Comme beaucoup de membres que j'accompagne en e-commerce qui se lancent, alors je pense que c'est très français aussi, c'est tout de suite la fiscalité, les impôts, comment ça va se passer, comment je peux optimiser ma fiscalité. Mais en soi, c'est pas le moment de ces questions-là. Tu n'as même pas généré 1 euro de chiffre d'affaires, c'est pas le moment. Tout ça, ce sont des questions qui arriveront au bon moment. Mais pour ceux qui arrivent à cette étape-là, bien sûr, c'est un virage à prendre, c'est un moment de structurer son business. Alors il y a différents pans, il y a la fiscalité, on a un besoin aussi pour l'entreprise. Ok, j'ai validé mon offre, je génère de l'argent, mon market fit, etc. Maintenant, j'ai une volonté de scaler, ok, mais il faut quand même structurer. J'ai commencé avec quelle structure de société, dans quel pays, tu vois. Il y a ça aussi qui va compter, peu importe, mais il faut bien comprendre que la fiscalité ou une structure de société, elle n'est pas figée. Elle n'est pas figée dans le temps, elle doit être flexible et elle s'adapte à chacun. Il n'y a pas une meilleure fiscalité qu'une autre, il y en a une qui est faite pour toi. Et la fiscalité va énormément dépendre de quel mode de vie tu veux. D'accord ? Si tu veux rester en France, vivre en France, ça va être différent que si tu dis non, j'ai pas plus cette volonté, c'est ok pour moi de vivre dans un autre pays une partie de l'année, etc. Tu auras des possibilités différentes. Tu vois, donc ça va dépendre vraiment de tout ça, mais c'est essentiel de commencer à y réfléchir et de poser les jalons. Comme tout entrepreneur, on a besoin de sérénité. Puis selon le type de business aussi, le type de business va certainement aussi orienter vers quel pays je vais aller pour mes sociétés, soit une holding, peu importe, selon le type d'activité que je fais. D'accord ? Imaginons l'e-commerce, tu as besoin de fournisseurs de paiement, Stripe, PayPal, Airwallex, ce genre de choses. Eh bien, tous les pays ne vont pas te l'accorder ou difficilement. Donc, pour les besoins de ton business, pour que ça continue et que tu puisses scaler, forcément, tu vas rayer des pays de la liste qui, eux, ne te permettent pas forcément ça. Donc, forcément, ton business peut aussi t'aider à filtrer et commencer à diriger vers quoi tu dois aller. Ce qui est important, c'est de s'entourer, d'accord, des gens dont c'est le métier, dont c'est leur spécialité. Aujourd'hui, ça se fait très bien. Une des erreurs que je peux voir souvent, c'est de penser que, je ne sais pas, admettons, tu as créé ta société en France. Alors, je parle que tu es monté un petit peu en SASU, SARL, etc. Tu as un expert comptable, tu as un comptable par exemple, et tu viens vers lui, tu as une confiance, tu as un historique avec lui depuis peut-être 2-3 ans pour l'activité que tu fais, et tu dis, tiens, je vais lui poser des questions sur qu'est-ce qu'il en pense de, là, pour scaler,
comment optimiser mon CA, mon net, ma fiscalité, on va dire, eh ben, c'est pas à lui qu'il faut demander. Parce que lui, il maîtrise la France, mais il n'a pas une portée internationale, il ne le connaît pas. Et en même temps, il y a un biais aussi, il se dit, si je lui explique tout ça, moi je disparais, il va partir, et on n'a peut-être pas forcément affaire à une personne qui va être bienveillante sur ce sujet et transparente. Donc voilà, il faut comprendre qu'il existe des structures qui, elles, sont internationales, sont habituées à accompagner des entrepreneurs sur différents pays qui ont une vision internationale. Donc voilà, c'est comme un avocat. Eh bien, il y en a qui sont spécialisés dans les divorces, il y en a dans l'entreprise, dans tout un tas de domaines, et chacun a son rôle. Et je ne vais pas demander à un avocat fiscaliste de m'aider dans mon divorce, par exemple. Même si c'est un avocat, mais ce n'est pas son cursus, ce n'est pas sa spécialité. Donc voilà, il faut aussi se diriger vers les bonnes personnes, prendre le temps, et je trouve que le format que tu proposes, qui est du networking, sur plusieurs formats, je pense que les gens qui te suivent connaissent ce que tu proposes comme type d'offre, c'est ça qui permet de discuter, d'échanger avec d'autres entrepreneurs, d'autres horizons, pas forcément de la même niche que moi, par exemple, mais on est tous entrepreneurs. Donc le parcours de chacun va pouvoir, à travers vivre une expérience en commun, permet de se donner des tips, d'échanger, de se donner des conseils. C'est ça qui est intéressant, et c'est à travers ces échanges-là que tu grandis, en fait. Donc voilà pourquoi je suis ici. Enfin, c'est une des raisons aussi pourquoi je suis ici. Justement, ouais, je pense que c'est un retour intéressant, tu vois. On est tous entrepreneurs et on a tous un truc en commun. J'en connais pas un, sur un an j'ai vécu avec peut-être 60-70 entrepreneurs différents, sur le long terme. Je vois, je le sais, je le sens, on a tous un moment, un déclic, un truc un peu violent qui fait qu'on se lance, tu vois. Qui nous amène à différents parcours de vie, à différents business, mais on partage des choses qui sont plutôt des valeurs, qui font qu'aujourd'hui on arrive à s'apporter quelque chose de positif à chacun, que ce soit de l'énergie, que ce soit du réseau ou des compétences. Et toi, si on regarde ton parcours, ce que tu décrivais un petit peu plus tôt, c'est que justement ce qui a fait le déclic en fait pour toi, c'était de rentrer dans un accompagnement, de découvrir des membres qui étaient chauds, etc., t'entourer des personnes, de découvrir un entourage business qui en fait t'a apporté à dire putain mais il n'y a pas de limite, allons-y. Et c'est là où en fait ça t'a amené, donc toi tu as quand même un peu plus d'expérience par rapport à tout ça, tu as aussi un vécu qui, comme tu me le disais un peu plus tôt, tu as vécu dans différents pays, tu as découvert plusieurs, on va dire, voilà, plusieurs endroits où tu pourrais vivre, et tu me recommandais justement en off quelques conseils que je pense qu'il serait intéressant de partager, que ce soit pour des choix de vol, d'hôtel, des problématiques d'entrepreneurs qui sont dans cette phase dans laquelle ils se disent tiens, je réfléchis à changer un peu de cadre, je suis libre aujourd'hui de mon temps, je suis libre de bosser d'où je veux, quand je veux, pourquoi pas aller découvrir d'autres endroits. Est-ce que tu aurais des conseils adaptés à ces personnes-là qui ont l'envie de bouger, que ce soit pour trouver leur vol, leurs hôtels, des maisons à l'étranger ? Oui, alors après, il y a différents types de voyages. Il y a, ça va de l'expatriation totale, donc là c'est vraiment... Tu émigres dans un pays, ou alors tu as la variante nomade digitale. Tu n'as pas forcément un point d'accroche, tu as un point de base, on va dire, mais tu es libre de pouvoir bouger et tu n'es pas encore fixé vraiment sur quel lieu tu veux vraiment t'investir, te sédentariser, poser tes bagages et vraiment t'installer. Le format est très différent si tu es tout seul, si tu es en couple, si tu as des enfants. Alors tout se fait, mais tout va dépendre de quel est le type de voyage que tu veux faire. Mais sinon, après, dans les cas pratiques, oui, tu auras beaucoup d'astuces voyage à partir du moment où tu as de la flexibilité. Tu vois, les vols, quand tu mets tes filtres pour sélectionner un vol, si tu mets des dates flexibles, tu auras plus de disponibilité. Chose que quelqu'un qui n'est pas entrepreneur va être très... Tu vois, il a ses vacances, c'est de telle date à telle date. Et à la rentrée des classes, il faut être rentré, il faut machin. Donc lui, ses vacances, c'est forcément timé, il ne peut pas se louper. Donc il n'y a pas de flexibilité. Et en fait, ce qui fait aussi qu'on gagne de l'argent, c'est la liberté. C'est la liberté de choix.
Et pour moi, la vraie définition de la liberté financière, c'est pas une question d'argent, parce que la liberté financière, elle est subjective. Si je te demande quelle est pour toi ta liberté financière, à combien tu l'estimes, ça va être très différent de la mienne ou de n'importe qui à qui on va poser la question. Donc c'est subjectif. Et selon moi, la vraie liberté financière, c'est la liberté de choix. L'argent est un outil, est un moyen d'acheter du temps, d'acheter du service. Tu vois, tu as pu l'expérimenter là aujourd'hui pour le Hilton. Ce qu'on a fait hier aussi dans un autre Hilton, dans un de nos cadres pour vous upgrader, etc. En étant en membership. Tu vois, c'est toutes ces choses-là. Tu as investi, donc tu as investi de l'argent à être membre, d'être client, je sais pas, d'une chaîne d'hôtels. Tu es membership, tu cumules les miles, etc. Donc tu investis, donc tu as un retour sur investissement qui va être à tout un tas de services à ta disposition. Mais il faut que ça fasse sens pour toi. Tu vois. Donc ça c'est vraiment propre à chacun, mais il y a vraiment, je pense qu'il y a des choses à structurer pour aider les jeunes entrepreneurs. Alors quand je dis jeune, c'est pas une question d'âge, hein, c'est plutôt l'âge d'entrepreneuriat. De ne pas forcément connaître et maîtriser tout ça. Et c'est des choses qui peuvent être vraiment, surtout quand on se lance, la trésorerie, on ne l'a pas vraiment encore, donc on fait attention à cette trésorerie. Et tu ne peux pas savoir ce que tu ne sais pas. Donc je pense aussi que peut-être toi qui t'orientes vraiment sur ce genre d'accompagnement, tes colloques, ce genre de séjour-là, qui est vraiment de l'événementiel et du voyage, peut-être justement structurer et à travers ton contenu, de donner de la valeur ajoutée sur tous ces aspects-là. Ouais. Tu vois. Bon, là, on est en mode podcast, mais je pense que ça peut être quelque chose qui peut être plus... point par point, tu vois, ça peut vraiment être des thématiques pour toi, pour celui qui voyage, préparer une expat. Ça, c'est un gros projet, mais préparer un voyage, je sais pas, d'1 mois ou 3 mois pour aller voir des entrepreneurs. Voilà, ça reste ponctuel, mais c'est pas non plus un séjour de vacances. Ça se prépare pas de la même manière, tu n'as pas les mêmes objectifs, tu auras des défis qui seront différents que de prendre un hôtel all inclusive comme si tu allais à Punta Cana. Et c'est plein de petites choses, des petites astuces, et c'est comme ça en fait qu'on s'éduque aussi. Parce qu'entrepreneur, c'est quoi? C'est trouver des solutions, c'est le débrouillard. C'est pas le plus intelligent, mais c'est de passer à l'action clairement, de tester, expérimenter, sortir de sa zone de confort. Et forcément, si tu intègres un groupe, une structure, où il n'y a que des gens qui sont ce que toi t'aimerais être, ou qui ont la même mentalité, ou qui sont baroudeurs ou autres, et toi tu veux être un aventurier, et tu es là à rentrer dans une structure où il y a des aventuriers, qui eux vont te donner des petites ficelles du métier. Alors tu dois vivre tes propres expériences, mais il y a plein de petites choses qui vont être vraiment, qui vont te permettre d'avoir une ascension beaucoup plus rapide. Et c'est tous les petits aspects du quotidien qui te parasitent, où toi tu es entrepreneur, peu importe quelle offre vous travaillez et quel business vous faites, on a besoin de se concentrer, d'être focus. Et tout le monde pense que voyager c'est cool, c'est facile, mais les gens ne voient pas l'envers du décor. C'est beaucoup de logistique, c'est du sommeil, c'est comment garder ses routines quand tu voyages, comment être capable avec un décalage horaire de pouvoir pas perdre 2 jours à t'en remettre parce que tu as un business qui tourne et que tu ne peux pas te permettre de perdre 2 jours parce que décalage horaire. Donc comment travailler ça, comment avoir les petites astuces pour bien se caler sur les décalages horaires. Enfin, c'est toute une expérience qui est à partager. Donc je pense que ça peut être un format différent, mais ouais, il y a plein de choses à dire. Ouais, complètement. C'est assez marrant, tu vois, comme retour, ce que tu as partagé, puisque pour le coup, j'assimile pas forcément ces expériences qu'on vit à du voyage, même si la finalité, c'est qu'on va être dans un pays étranger. Ouais. Donc il y a cette partie où, oui, tu prends un avion et ça s'assimile à un voyage. On a quand même un mode de vie, tu vois, qui est un petit peu différent, dans le sens où à chaque fois, on va être dans une maison, pendant une durée d'1 mois, on va partager des choses, on va vivre des trucs ensemble, on va essayer de se pousser à la performance tous ensemble. Et dans l'idée, après ça, je vois souvent des gens, tu vois, qui viennent chez Connect et qui derrière se disent, tiens, on se rencontre, on va partir, ils deviennent potes, ils essayent d'aller à un endroit tous ensemble, etc. Et là où du coup, tu vois, ton parcours et ce que tu as partagé juste avant, je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, on est tellement débordé d'informations, le plus compliqué aujourd'hui, c'est pas d'avoir l'information, c'est d'avoir la qualité d'information. Ce après quoi on court, de plus en plus, nous les entrepreneurs, c'est le temps.
Ouais. Et c'est justement, on va dire, les routines dont tu parles. Le concept que tu m'as apporté, je trouve, et je trouve ça intéressant de le partager, tu vois, c'est le fait de cumuler tes routines chez une compagnie, que ce soit une compagnie d'avion, d'hôtel comme c'est le cas, etc. Donc là, on arrive dans un cadre, pour l'anecdote, on a certaines chambres, et puis en fait, on se rend compte que toi, avec un membership, puisque tu as vécu beaucoup d'années dans cette chaîne d'hôtels, là, le Hilton, Ouais. et bah, tu peux te faire surclasser dans des énormes suites comme c'est le cas maintenant, tu peux avoir accès à certains services, avoir une assistante sur place, des choses comme ça. Ouais. Et en fait, c'est un vrai plus. Et plutôt que d'avoir des gens, tu vois, qui vont ricocher, etc., dans des phases un petit peu de chaos, un entrepreneur en a besoin quand il se cherche, quand il est sur cette phase dans laquelle il va commencer à faire de l'argent, il va souvent, en tout cas moi c'est ce que je vois, c'est le cadre que je reçois avec Connect, il va souvent aller expérimenter d'autres trucs. Il va vouloir bouger un petit peu, à droite, à gauche, il va passer 2 semaines ici, 2 semaines par là, etc. Et dans ce cadre-là, en fait, le cumul de miles, le cumul de services chez une même compagnie peut devenir mais presque plus rentable finalement sur tous les points, sur le focus, sur le prix, sur le niveau de service, sur la suite derrière, puisque tu vas rencontrer des gens. Le réseau en fait partie. Le réseau, on ne va pas en parler, toi et moi, on est complètement d'accord. C'est un petit peu ce que tu fais avec ton accompagnement côté e-commerce. Moi, c'est complètement la vision avec Connect, c'est de créer un réseau qui soit le plus puissant possible. Souvent, j'ai cette phrase, donc avec Connect, tu sais, on a cette communauté, souvent le groupe là, qui s'appelle Conseil et Contact. Dès que tu as quelqu'un qui pose une question, qui met un message, la consigne à tout le monde, c'est d'y répondre le plus rapidement possible. Parce que justement, si on s'entraide de manière positive tous ensemble, plus ça va vite, plus on a les réponses à nos questions rapidement, plus tout le monde y gagne, et vice-versa. Tu peux aider quelqu'un, puis demain tu peux être aidé, etc. Et en fait, ça nous amène vers un truc, tu vois, on est constamment en fait en croissance à vouloir trouver des routines, trouver des process pour aller plus vite. Et je trouve que le concept de garder, pour revenir à ça, une chaîne d'hôtel, une chaîne d'avion, par exemple, ça marche très bien, une compagnie aérienne. En fait, tu vas cumuler pour arriver à un niveau qui est, comme tu le disais, c'est un investissement. En fait, ça peut paraître con, mais c'est finalement un investissement. Ouais, c'est le principe du commerce en fait. Tu as une fidélisation, alors surtout quand c'est des choses plutôt anglo-saxonnes, ils ont toujours des programmes de fidélisation. Et du coup, moi ce que j'ai réfléchi, c'est que s'il y a un programme de fidélisation, autant que j'en profite. Mais pour ça, il faut que je m'y intéresse. Et ça, c'est un vrai... c'est contre-intuitif parce qu'on est plus habitué... on lit pas les contrats, par exemple. Et moi, le premier, c'est vraiment pas du tout ma zone de génie, la partie administrative. Mais comme j'ai compris que c'était le nerf de la guerre en tant qu'entrepreneur, si je ne mets pas le nez dans les papiers, si je ne suis pas au courant de tout ça, eh bien, d'autres vont le faire à ma place. Et vont décider pour moi. Et pas forcément dans mon intérêt à moi. Donc, eh bien, il faut vraiment décortiquer. Alors peut-être c'est aussi l'aspect commercial des choses où moi je suis un closer depuis 8 ans donc, et je l'exploite dans plein de domaines. Donc j'ai closé beaucoup de choses. Donc forcément je comprends les codes de l'envers du décor d'un marketing, d'une offre, comment la décortiquer, qu'est-ce qui se passe derrière et quel avantage je peux en tirer pour moi par rapport à un programme de fidélisation. Donc quitte à voyager, si je me dis ok je suis entrepreneur, je vais être amené à voyager sur les 5 prochaines années. Je ne sais pas où, quelle fréquence, peu importe. Mais je sais que je vais avoir un mode de vie qui va faire que j'utilise des transports, que ce soit l'avion, taxi, peu importe. Je vais loger, donc je vais utiliser différentes formes de logement. Ça sera des hôtels peut-être, mais pas que. Il y aura peut-être Airbnb, il y aura peut-être... donc je vais étudier pour chacun qu'est-ce qui est possible de faire. Qu'est-ce que moi je peux en tirer. Et il y a toujours un problème de fidélisation. Il y a toujours des avantages, mais il faut regarder le contrat, il faut regarder les clauses, il faut regarder ce qu'eux ils proposent. Mais ça aussi, en tant qu'e-commerçant, dans mes boutiques, j'ai des programmes de fidélisation. Donc moi-même, je suis de l'autre côté de la barrière pour mes propres marques e-commerce à permettre à mes clients de les récompenser. Plus ils achètent chez moi, plus la LTV elle se grandit, plus je leur donne de bonus, je leur donne accès à des clubs VIP, ces choses-là. Donc ça, je ne l'ai pas inventé. C'est parce que j'ai vu ça dans d'autres structures, que ça existait, que moi-même, en tant que client, je pouvais accéder à ça, que c'était hyper smart de gamifier, de donner aussi cette rareté, ce côté exclusif du membre, du client. Tu vois, comme là aujourd'hui, tu vois,
j'arrive, on est update. Petit problème, il n'y a pas d'executive lounge, il est en travaux. Ok, qu'est-ce que vous me proposez? Donc ça, c'est quelque chose que j'ai cultivé, que j'ai appris à faire. Avant, je n'étais pas du tout comme ça. Mais à force d'être dans le commerce et dans l'aspect commercial des choses, eh bien, tu comprends les codes, ça va dans les deux sens. Eux, ils ont leurs intérêts, c'est une société, c'est une chaîne d'hôtels. Ils ont un système, ils ont une rentabilité, ils ont tout un écosystème qui tourne. Moi, j'ai le mien. Comment on peut trouver un bon deal? Voilà, c'est juste interconnecter des univers ensemble, mais les patterns sont toujours là. Il faut juste connecter que, ok, en fait, moi, j'ai horreur de perdre mon temps. Et je pense que c'est quelque chose qui me définit depuis très longtemps. Et j'aime pas me faire avoir 2 fois au même jeu. Donc, faire des erreurs, oui. Beaucoup échouer, ça clairement. Ça, c'est vraiment même un sport. Je peux même consacrer un budget pour faire des erreurs, parce que j'estime que les erreurs vont me permettre d'acquérir beaucoup plus de skills que les autres et plus rapidement. Donc l'erreur, moi, je ne l'évite pas et je ne la contourne pas, je les provoque. J'attends pas que la vie me les mette devant moi. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourra discuter plus longuement aussi. Mais pourquoi je disais ça? Par rapport au fait que... Ouais, j'aime pas perdre mon temps. Ouais. Et de cette obsession-là, eh bien, je me dis, quitte à être là, je peux pas subir. Je peux pas me dire, tu vois, par exemple, j'ai fait des métiers ou des activités en intérim, des trucs, je sais pas, porter des sacs de ciment. Ma seule tâche de la journée, c'était de porter des sacs de ciment d'un point A à un point B sur le chantier. Okay. Donc, aucune stimulation intellectuelle, c'est con à bouffer du foin, et c'est juste alimentaire. Mais c'était alimentaire, c'était nécessaire. Si j'avais pas cette mission-là, je payais pas mon loyer, je bouffais pas, à l'époque. Et j'ai toujours ce réflexe de dire, ok, donc tu es là, c'est la mission, tu en as pour 10 jours à faire ça, c'est tous les jours, de telle heure à telle heure, ok. Mais plutôt que de subir, bah, je me dis, qu'est-ce que je peux tirer de cette expérience? Qu'est-ce que je peux pas subir à faire mes 8 heures pour mes 8 heures? Il y a forcément quelque chose que je dois apprendre. Soit c'est en parlant à mon collègue, qui a une histoire, qui a un vécu, qui va peut-être m'inspirer, de me dire, bah... Et ça a été le cas, par exemple, ce collègue-là qui avait une 50aine d'années, mais physiquement, il en avait 75, 80, usé. Je me suis... Bah ça, tu vois, ça m'a dit, bah... Ouais, c'est une mission intérim, t'as pas le choix, il n'y a pas de sous-métier. J'ai respecté beaucoup cette personne-là, mais je me suis dit, si tu te bouges pas, si tu trouves pas de solution, tu rebondis pas, c'est ça qui t'attend, c'est comme ça que ça va finir en fait. Donc ces 10 jours ont été vraiment pour moi comme une thérapie avec ce monsieur par exemple. Et aussi de voir le chef de chantier qui drivait et j'observais qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il disait, à qui il parlait, comment il lançait les gens. Le matin, il y avait une minute sécurité, tiens c'était important, il briefe les gens, pourquoi. Donc du coup j'ai le cerveau qui tournait, oui je portais mes sacs de ciment, mais en même temps je cogitais déjà à la suite, à comment rebondir, comment sortir de cette situation, tu vois. Donc c'est cette obsession de ne pas vouloir perdre mon temps. Elle t'a amené aujourd'hui justement à... C'est automatique, je vais trouver un truc pour pas perdre ce temps-là. Je sais pas, j'attends à l'aéroport, bah, c'est pas de la perte de temps pour moi. Alors oui, je peux pas sortir mon setup, enfin, j'ai mon laptop et tout ça, mais j'ai pas mon setup de la maison, donc tu es limité. Aussi savoir comment travailler quand tu es en voyage, ça aussi ça s'apprend, tu vois, c'est des skills à apprendre. Mais du coup, j'observe. Moi qui est commerçant, j'ai des niches, etc. J'ai mon avatar client qui est autour de moi. Et j'ai juste à observer les gens, comment ils sont, comment ils interagissent, qu'est-ce qu'ils portent, quel type de produits ils achètent. Je peux parler avec le voisin, je peux poser des questions. Imagine que j'ai une boutique e-commerce, je sais pas, sur les chiens. Mais là, il se déplace, il voyage, il a un petit chien. On est là, on attend, on prend le même vol. Bah, j'engage la conversation. Ouais. Tout est une opportunité au final. Donc c'est ça. Il n'y a pas de mauvaise conversation. On gagne toujours à aller parler à des inconnus. Je suis complètement d'accord avec ça. Et tu as beaucoup parlé en fait de l'optimisation du temps, du gain de temps. Je pense qu'on va se retrouver sur un point. L'idée, c'est pas de gagner du temps pour gagner du temps. C'est qu'il y a une finalité derrière ça, c'est que ça te rende heureux, que tu puisses toi
voilà, convertir le temps, c'est la seule, aujourd'hui, la seule valeur, c'est la seule devise qu'on ne peut pas accumuler. Elle Tu peux pas s'écoule l'acheter. et on est tous à la même échelle. Et sur ça, on est d'accord. Et c'est vrai que du coup, ça m'amène à ce truc-là du réseau, qui est un petit peu un point central, en tout cas dans l'écosystème. C'est un mot qui est beaucoup revenu dans ta conversation, que moi, je suis en train de construire et que j'envisage de construire avec la vision à l'avenir de faire des co-living un peu partout autour du monde pour des entrepreneurs, un peu plus que ça, des formats mastermind, comme c'est le cas sur cette semaine. Je sais que toi, tu as eu cet attrait-là par rapport au réseau. Qu'est-ce qui a fait que tu as rejoint un petit peu ce truc-là? Qu'est-ce que tu es venu y chercher aussi? Et puis, en quoi ça t'a été utile? Bah, là, j'ai besoin de rebondir. J'ai besoin de me renouveler. J'ai fait tout un tas de choses. Et c'est en perpétuelle continuité, en fait. Pour moi, il n'y a pas une ligne d'arrivée. Tant que j'ai l'énergie, la volonté, l'enthousiasme d'entreprendre, eh bien, allons-y. Et je trouve que 2025-26 est clairement une opportunité pour tout entrepreneur. Il y a vraiment beaucoup de choses qui bougent dans plein de business différents. Et je me dis que je ne peux pas passer à côté de ça. Donc, il est temps pour moi de tourner une page que je suis en train de faire et il est temps de rouvrir un nouveau chapitre. Et là, je suis à cette étape-là. Et du coup, je me suis dit, donc ça, c'était à peu près il y a un mois et demi. Et je me suis dit, attends, on va pas réinventer la roue. Ton parcours, il est le tien. Tu as une formule qui visiblement fonctionne, en tout cas qui moi me va très bien. Et ce qui m'a permis, donc je me suis remis à l'époque quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui a fait que ça a pu fonctionner, qu'est-ce que j'ai fait. Donc j'ai fait un petit peu un rétro-planning de tout ça, une rétrospection. Et je me suis dit, mais en fait, c'est parce que tu as pris le sac à dos à l'époque et tu as été à l'étranger. Je suis allé en Estonie, je suis allé à Bali, rencontrer des entrepreneurs, etc. Et ça a été le déclic pour moi. Donc aujourd'hui, j'en ai une expérience différente. Je ne pars pas de zéro, mais comme là, j'ai besoin de me réinventer, j'ai envie de créer un nouveau business long terme sur les 20-30 prochaines années. Et je suis un peu dans l'indécision en fait. J'hésite et je sais que le meilleur moyen pour moi de pouvoir m'aider à trancher cette question, c'est de pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs d'horizons différents, de pouvoir me challenger aussi. J'ai besoin d'être challengé par mes pairs, comme on dit. Donc je me suis dit, il faut que je refasse des masterminds. Alors, pas comme là les 5 dernières années où je fais partie de ceux qui les organisent, qui les animent. Donc je suis de l'autre côté de la barrière. Là, c'est de prendre moi le sac à dos et d'être un membre, d'être un participant à un mastermind. Donc j'ai cherché un petit peu et puis l'algorithme d'Instagram avec toute sa puissance et son intérêt m'a ciblé et m'a présenté ton offre sur cet événement ici en Chine. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est bien, c'est ce que, en tout cas, c'était ma volonté dès le départ de me dire, il faut que tu reprennes le sac à dos, il faut que tu reconnectes d'autres horizons, trouver d'autres entrepreneurs, d'autres niches, parce que moi, je connais parfaitement l'e-commerce, l'infoproduit, parce que c'est vraiment les 5 dernières années, c'est là-dessus que j'ai vraiment tourné fort, et la partie commerciale. Mais du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais créer comme nouveau business? J'ai besoin d'horizons. Est-ce qu'il existe des masterminds francophones ou peut-être anglo-saxons? Et puis c'est comme ça que c'est arrivé en fait. Et je me suis dit, tiens, ça colle. Et puis évidemment, ce côté supercar, j'avais fait, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, j'ai plus la notion de temps, mais alors là c'était entre amis. On était parti à Dubaï, louer des supercars pour quelques jours et on devait monter à Abu Dhabi pour un combat MMA. Et comme eux, ils étaient friands des supercars, je dis ok, c'est l'opportunité, on y va. J'ai testé ça, j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé ça, avoir ces beaux joujoux, c'est... Bien résumé. Ouais, c'est des joujoux qui coûtent cher, bien sûr, mais c'est des sensations. Et je me suis dit, tiens, autant lier l'utile à l'agréable, tu vois, encore quelque chose qui ne va pas être juste une fonction, un rôle. Là, je peux mutualiser
Moi, c'est vraiment mon mot d'ordre, c'est mutualiser. Si je vais quelque part, que je puisse en tirer le maximum. Là, il y a du plaisir, il y a du business, il y a du networking, il y a la rencontre, il y a de l'humain. Enfin, tous les aspects y étaient. Donc, j'ai dit, go. En fait, on y va et on verra ce qui se passe. Et voilà. Cool. Très très cool. Je pense qu'on a vu pas mal de sujets. Moi, il y a peut-être une dernière question qui m'intéresse aussi au vu de ton parcours. Ouais. C'est au sujet des destinations. Dans l'entrepreneuriat, il y a 2 noms qui reviennent souvent, c'est celui de Dubaï et celui de Bali. Alors toi, je sais que tu as eu des expériences là-bas. Est-ce que tu pourrais un petit peu décrire quel est ton avis sur ces endroits-là et pourquoi tu as fait le choix justement, toi, de partir plutôt du côté de la Thaïlande et puis d'y vivre finalement, de t'y installer? Donc là, tu parles du niveau société, fiscalité, ou tu parles plus le côté... Du choix de vie. Ouais, du choix de vie. Alors, ce que je trouve, et ce qui était déjà un conseil qu'on m'avait donné à l'époque, j'ai trouvé ça smart. On m'avait expliqué, voilà, tu te lances dans l'entrepreneuriat, et surtout pour ceux qui ont encore un pied dans le salariat, en fait, qui testent d'abord leur entrepreneuriat, et qu'ils ont encore le salariat qui est à côté parce que ça paye les factures, etc. Mais il y a encore le cul entre 2 chaises, comme on dit. Et quand tu lances ton offre, faut que tu as besoin de sérénité. Tu n'as pas vraiment de trésorerie, etc. Et ce que moi, je conseille souvent, l'Asie, pourquoi était et l'est toujours intéressant pour un jeune entrepreneur qui se lance, c'est le coût de la vie. C'est-à-dire que si tu restes en France, par exemple, sauf pour ceux qui n'ont pas le choix, mais le coût de la vie en France, ton loyer, tes charges, électricité, etc., vis-à-vis du salaire que tu peux avoir en tant que salarié, il ne te reste pas grand-chose. Et ce pas grand-chose, c'est ce que tu veux implémenter dans ton business pour le lancer. Eh bien, en étant à l'étranger, pour cette même somme, ce même salaire qui rentre, ton coût de la vie, il est divisé par au moins 3-4 fois. En ayant une hygiène de vie, enfin une qualité de vie, parce que l'Asie... et c'est marrant comment les gens peuvent avoir une idée reçue sur certains pays en pensant que la Thaïlande, c'est des champs, ils ne sont pas civilisés ou pas plus que ça, c'est pas un pays très développé ou autre. Non, pas du tout, ils sont dans le futur. Clairement, ils sont vraiment dans le futur sur beaucoup d'aspects. Bref, mais du coup, l'objectif quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est de réduire tes coûts au maximum. Et ça, pour moi, l'Asie te le permet, en ayant, je trouve même une meilleure qualité de vie. Après, c'est subjectif, mais tu as le climat, la nourriture, elle est très large, donc tout le monde s'y retrouve. Même si tu es healthy, vegan, végétalien, il y a tout, tu trouveras ce qu'il te faut et tu ne paieras pas un prix exorbitant comparé à la France, par exemple, ou l'Europe. Je dis la France, mais on va dire que c'est l'Europe dans sa généralité. Donc l'Asie, très bien pour ça, réduire ses coûts, qui s'alignent vraiment sur un début d'entrepreneuriat où tu as besoin de maximiser ton épargne, ce que tu peux injecter dans ton business. Donc plus tu peux en injecter par mois, plus rapidement tu vas pouvoir créer ton tremplin. Donc je pense que c'est un peu l'objectif de chacun quand il se lance, ça ne mette pas 10 ans à décoller. Tu peux vraiment avoir une hygiène de vie et il ne faut pas croire que ça marche que pour ceux qui sont célibataires, qui peuvent partir tout seuls, etc. Non, j'en connais qui partent avec enfants, donc qui sont mariés, enfants, voire divorcés, enfants. Enfin, il y a toutes les configurations et ça existe. Donc le coût de la vie. Puis après, même plus tard, en évoluant, l'accès à la richesse. Je trouve par exemple en Thaïlande, tu accèdes au luxe, le vrai luxe, hein, pas de la contrefaçon, mais le vrai luxe, que ce soit des montres, que ce soit des vêtements, que ce soit, enfin tout ce qui fait partie du luxe, tu l'as à moindre coût. Il est au moins 30% moins cher qu'en Europe ou Taxes. Et voilà, c'est tout ce qui est taxes, etc. Donc là aussi, c'est alors
pas quand tu commences, parce que tu vas pas chercher du luxe au départ, mais même pour la suite, beaucoup se posent la question, mais pourquoi il y en a tant qui partent et qui vivent en Thaïlande ou en Asie? Alors c'est pas pour la fiscalité, ça faut bien comprendre que ce ne sont pas les meilleurs pays pour placer notre fiscalité, surtout les business digitaux par exemple, c'est pas forcément ça. Mais tu peux être juste à côté, à Singapour ou Hong Kong, et être résident thaïlandais. C'est un schéma qui fonctionne très très bien par exemple. Mais bref, ça c'est très subjectif encore une fois, la fiscalité. Je ne suis pas conseiller fiscal. Je parle simplement de moi, mon vécu et mes expériences, et aussi ma vision à moi. Mais d'autres ont des choses différentes. Mais en tout cas, le point commun que je peux donner comme conseil, quand on se lance, il faut se donner le maximum pour lancer son business. Et ça, on a besoin de réduire considérablement ses coûts. Et je trouve qu'en France ou en Europe, tu es tout de suite pris à la gorge en fait. Ton loyer, il te prend une part énorme. Le moindre truc, c'est énorme ce que la France ou l'Europe, le coût de la vie, il est... Alors, on s'en rend compte quand on voyage. Quand on a tout le temps vécu en France, on ne se rend pas compte. Vraiment. Et mais bon, ça se démocratise. Maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens comme toi qui en parlent. Voilà, ça libère un petit peu et ça donne beaucoup plus de valeur aussi sur les réseaux. Beaucoup de gens se spécialisent un petit peu sur ces niches-là. Ils vivent dans un pays et à travers les réseaux, ils montrent ce que c'est réellement le pays plutôt que ce qu'on a vu à la télé. Non, là, c'est du concret. Donc, ils apportent beaucoup de valeur par rapport à ça. On va dire comme des influenceurs, entre guillemets, mais positivement, qui expliquent les avantages, les inconvénients, enfin vraiment ça, si on avait pu avoir ça il y a 7-8 ans, pour moi, mon époque, ça aurait été game changer. Mais bon, en tout cas, très heureux aujourd'hui que toi, par exemple, tu fasses partie aussi de ces gens qui démocratisent, qui ouvrent vraiment l'accès à ce genre d'informations, à ce qui existe, et il y a tellement à faire, vraiment. Je pense que tu as encore beaucoup d'avenir à développer, tu as beaucoup de choses à faire. Il faut te structurer, bien sûr, mais il y a vraiment des choses à faire. Et je pense que, enfin, c'est même pas je pense, je suis sûr, il y a une vraie demande. Il y a une vraie demande en francophonie, surtout là avec ce qui s'en vient, économiquement, les décisions, les changements sociétaux, géopolitiques. Les gens vont être de plus en plus à réfléchir beaucoup plus sérieusement, à être flexible. Et être flexible, c'est de voyager, de pouvoir décider de passer d'un pays à un autre, en toute légalité, tout en gérant son business, que ça soit sécurisé, etc. Complètement. C'est un beau retour. Ça m'amène quand même sur un point final, de par l'expérience qu'on a vécue là, sur cette semaine, sur ce mastermind. Ouais. C'est la Chine. La Chine, toi tu connais mon attrait pour la Chine, certes par rapport à ma vie perso, mais pas que. J'ai fait beaucoup de pays. Je pense qu'aujourd'hui, je vais quand même placer la Thaïlande en numéro 1 pour plein de raisons. Mais je trouve que la Chine a aujourd'hui beaucoup à offrir et au fil des années, va offrir de plus en plus. Je prends l'exemple de ces marques de voitures qu'on a vues, là, les Xiaomi, dont j'en ai beaucoup parlé cette semaine. Là. On s'est fait plus ou moins fumer par un véhicule qui coûtait 30 000 €, une supercar à 30 000 € en coût de production, avec une qualité exceptionnelle. Au-delà de ça, on est sur une île qui s'ouvre à l'international. On est actuellement sur l'équivalent de la Palme à Dubaï, mais en beaucoup plus grand. Bref, la Chine est un pays qui construit beaucoup, qui investit beaucoup et qui innove beaucoup. Ouais. Toi, c'est quoi ton retour par rapport à cette semaine, par rapport à ce que tu as vécu, aux gens que tu as rencontrés? On a quand même passé des repas avec des multimillionnaires chinois qui nous ont appris bien des choses, je trouve, avec une humilité que j'ai vue personnellement dans aucun autre pays. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Très belle expérience pour une première fois en Chine. Alors c'est assez intriguant parce que je fais de l'e-commerce depuis 7-8 ans et la Chine fait partie intégrante de mon processus, de mon écosystème, et pour autant, je n'ai jamais mis un pied physiquement. C'est marrant. J'ai tout géré à distance, les fournisseurs, les agents, etc. Les warehouses et tout. Et je savais que c'était qu'une question de temps d'aller en Chine, mais j'ai jamais pris le temps vraiment.
Et là, du coup, c'est l'occasion, encore une fois, l'opportunité que tu nous as présentée. Sinon, oui, la Chine, au-delà de ce qu'on peut vraiment comprendre de la Chine, qui est une superpuissance qui va vite, qui a des moyens, alors certes, qui a un système qui est propre à ce pays, mais comme tout pays, je trouve qu'il n'y a aucun pays qui est meilleur qu'un autre ou qui peut donner des leçons à quelqu'un d'autre. Il y a des avantages et il y a des inconvénients, c'est certain. Mais sacré outsider, quand même. Alors comme toi, je laisserai la Thaïlande pour le moment numéro 1, pour avoir beaucoup voyagé aussi. Mais faut compter sur la Chine, là, sur les prochaines années, et pas les 10 prochaines années, clairement. Je parle de peut-être un horizon de 2-3 ans. Alors si on parle de là, l'île où on est, même pas, je pense que ça ira peut-être même un peu plus vite que ça. Il leur manque juste le côté international, la langue, le langage, le côté pratico-pratique, les applications, les panneaux, ce genre de choses, de vraiment aller au bout de la démarche, parce que si on est là ici sur un Hilton tout neuf, quasiment toutes les structures qu'on a pu voir sur l'île qui sont portées vers l'étranger, je pense que voilà, c'est qu'une question de temps pour que ça soit... Là, c'est un peu précurseur pour nous. Il manque quelques petites choses, mais une fois que ça va être ouvert, là, ça va partir. Et je trouve ça intéressant de découvrir Hainan aujourd'hui, à cette époque-là, où c'est dans les balbutiements, et ça donne vraiment envie de revenir, placer quelques billes, tu vois, placer sur l'échiquier déjà des choses, parce que c'est sûr que ça va exploser, c'est sûr que ça va péter. Ils vont scaler très fort, ils commencent déjà, mais orientés vers l'international, donc des gens comme nous. Donc ça, je trouve vraiment intéressant. Je pense qu'on n'a même pas vu 1% de ce que la Chine peut proposer. C'est vraiment un univers en soi, et agréablement surpris. Alors je m'attendais à rien, je partais pas du tout avec des préjugés ou autre, mais agréablement surpris. Comme tu disais, les rencontres qu'on a fait avec Coco Lady ou Monsieur Yu. Monsieur Yu. Transhôtel. Ouais, donc vraiment des gens intéressants. Alors, c'est dommage, c'est dommage, c'est la barrière de la langue, mais je pense qu'on va régler ça très rapidement avec l'intelligence artificielle. Il y a déjà des choses qui existent pour communiquer et avoir de la fluidité dans l'échange. Mais ouais, j'ai hâte de revenir. Clairement, ça me donne vraiment envie de revenir. Déjà de le présenter à des amis que je sais que c'est sûr ils vont kiffer ça. Et aussi de revenir pour voir comment ça évolue, passer du temps ici. Je pense que c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de choses à faire, et c'est juste une île. Enfin, une grande île quand même, mais ça reste une île. Donc imaginons le reste de la Chine, c'est encore un champ des possibles qui est énorme. Donc ouais, moi je suis très très chaud de venir régulièrement. Tu vois, c'est même pas dire juste revenir une fois en vacances, pas du tout. J'aimerais venir régulièrement, alors peut-être pas tous les mois non plus, mais avec une fréquence, et peut-être accélérer la fréquence au fur et à mesure que ça se développe et on se rejoint. Pareil, ça me donne envie aussi de découvrir une autre partie de la Chine, d'autres régions, parce qu'en discutant avec eux, etc., on comprend que c'est plein de pays dans un pays, en fait, comme les États-Unis, où il y a c'est plusieurs pays dans un pays, avec des cultures, avec des langages. Alors bon, je pense que je ne vais pas me mettre au chinois, contrairement à toi, mais ouais, découvrir des régions... là, on est vraiment dans l'aventure. Je trouve le côté aventurier des choses, et j'ai retrouvé ça ici, dans les balbutiements. Tu sens qu'il y a un potentiel, ça se sent dans... Ils n'ont pas besoin d'en parler, ça se voit, ça construit, il y a une énergie, il y a quelque chose, et on sent qu'il manque
de ce côté marketing, adapté peut-être aux... Alors peut-être ça marche très très bien avec les Chinois, etc., qui ont leur culture, mais le marketing orienté européen, voire Amérique du Nord, ils n'ont pas encore les codes. Ils ne savent pas encore comment nous... Alors peut-être qu'ils en ressentent pas le besoin. Hein. On n'est rien. Hein. Je pense que c'est peut-être ça aussi. Mais donc à voir comment on peut se placer là-dessus. Je trouve que c'est un très bon spot pour plusieurs choses. Tu vois, là on vient de faire un mastermind d'une semaine, mais on a très vite compris, toi le premier, à se dire, ça peut être aussi un très bon lieu pour faire une coloc. D'y passer un mois entre entrepreneurs, il y a largement ce qu'il faut pour contenter de vivre des expériences et que ça soit un réel spot intéressant pour en faire. Donc le champ des possibles et faire du business. Donc ça c'est une autre partie qu'il faudra prendre le temps de vraiment comprendre comment on structure, avoir une société en Chine, à quoi ça engage, quelles sont les règles du jeu, quels sont les avantages, les inconvénients, quels sont les domaines dans lesquels ils te permettent de le faire ou pas. Peut-être qu'il y a des secteurs sur lesquels on ne peut pas y aller. Donc ouais, ça donne vraiment envie. Ouais. Pour terminer ce retour, je pense que tu vois, on est aux prémices de quelque chose. On est bien d'accord sur ça. Ouais, je le sens. Ouais. On est sur une île qui a une vocation internationale. Ils vont se développer. On a des technologies qui arrivent en Chine qui vont nous permettre, comme tu disais, de traduire en instantané des lunettes et d'autres technologies. Et ça va complètement faciliter, on va dire, l'installation. On est sur une île tax-free, duty-free. Il n'y a pas d'impôts. Les sociétés ici n'en ont pas. Ouais, en plus, elle a un cadre spécifique. Et la Chine est l'un des pays pour moi, le pays le plus critiqué autour du monde, surtout par la francophonie. Quand je parle de la Chine, que j'explique que ma copine est chinoise, des choses comme ça, souvent j'entends des préjugés, tu vois. Et à tort et à raison, hein, la Chine a son histoire. Bien sûr. Aujourd'hui, on est pour moi dans le pays qui a l'une des plus libres économies que j'ai vues avec les US. Ça peut paraître surprenant, mais je le vois sur plein de points. Je le vois au quotidien avec ma copine, sur sa facilité à, à recevoir des trucs, à commander des choses. Elle est complètement libre d'un point de vue financier, là où en France, on devrait justifier de chaque euro qui va être transmis, ne serait-ce qu'à ta copine, à ton copain, à ta famille, à ta maman, à n'importe quoi, tu vois. Okay. Une libre économie assez folle, un coût de la vie, puisque la Chine, ils produisent 80% des biens mondiaux, en tout cas des biens qui se tournent autour de la tech, de l'électronique, même de la manufacture, hein, des matériaux aussi, de base. Tout ça. Et puis c'est un pays immense, ils sont énormément. Donc ouais, je suis d'accord avec ton retour. Je pense qu'ils ont aussi une belle expérience d'un point de vue business à partager, de par ce qu'on a vécu. Je pense que ceux qui veulent en voir plus n'auront qu'à aller voir le vlog qui sortira par rapport à cette expérience. Les rencontres avec des entrepreneurs chinois qui pèsent des millions, on n'arrive même pas à estimer. C'est ça la vraie problématique, c'est qu'on a rencontré des gens qui sont... ils ont une échelle différente, forcément. La taille du pays fait que c'est une échelle différente. Donc ouais, c'est toujours faire cette conversion. Il y a comme une conversion à faire comme pour la devise. Il faut que tu arrives à convertir. Tu te rappelles la jeune fille qu'on a croisée dans le hall d'hôtel avec le lapin qui avait 1 400 000 followers. Une Française qui a ça, elle est, elle est dans le top du game. Et en fait, on se rend compte en discutant avec Kejin que 1,4 million, c'est un standard. Non, mais ouais. Et après, on se dit, c'est logique, c'est un pays où il y a plus d'1 milliard de population. T'es sur les réseaux, t'as 1,4 million de followers. T'es un débutant, quoi. Donc ça, c'est... Ouais, il y a une autre échelle. Ouais, il y a une autre échelle. Et moi, ce qui m'a vraiment attiré, et que j'ai l'impression que... Et je pense qu'ils sont en demande aussi quand on sent qu'il y a quelque chose qui les attire sur le marketing européen. Tu sens que, tu vois, tout ce qui est luxe ou autre, ils veulent comprendre les codes du luxe à la française. Il y a des domaines comme ça où ils sont très demandeurs. Et je pense que, pour ma part, d'échanger et de leur apporter ça, parce que le but, c'est pas que de prendre, tu vois, de se dire qu'est-ce que ce pays peut m'apporter. Moi, j'ai toujours le réflexe de me dire, mais moi, qu'est-ce que je vais apporter? Sinon, c'est pas le deal, il n'est pas équilibré. Donc, du coup, ça, je pense que ça peut être vraiment intéressant d'apporter. Je pense qu'ils sont dans une quête réelle
de ça, du marketing, du service client à la française, qui est dans beaucoup d'autres pays aussi, hein, restauration, hôtellerie. Les Français sont très recherchés parce qu'on a un sens du client qui est propre à nous, on va dire. C'est comme ça. À tort ou à raison, peu importe, mais en tout cas c'est reconnu mondialement. Et ben c'est le genre de choses que je serais typiquement, si je devais développer un business, peut-être, tu vois, là en discutant comme ça, c'est peut-être comme ça que pour ma part avec mon vécu et ce que j'adore faire, c'est peut-être quelque chose vers ça que je me positionnerais là-dessus. Les accompagner, peu importe quel type de business, qui serait évidemment viser un business qui a une proportion internationale, à capter le marché européen, par exemple, moi de me placer à savoir vraiment modeler ce marketing, cette approche, ce service client à destination d'Européens ou Nord-Américains, là, on trouverait vraiment des choses sympas à faire, je pense. Je pense que je pourrais apporter pas mal de trucs et apprendre beaucoup d'eux aussi. Sur la capacité de productivité, c'est un truc de fou. Ils réfléchissent avec des échelles, on ne demande pas vraiment... Il n'y a pas de friction. on te demande combien tu veux commander. Si tu ne commandes pas généralement 10 000 unités, tu es un petit client. Tu vois. Donc ça remet les standards à la hausse, la Chine. Ouais. Je pense que d'un point de vue business, moi je ressens qu'aujourd'hui, sur les prochaines années, je vais aussi me positionner pas mal entre la Thaïlande et la Chine. Je ne sais pas encore, mais je pense que c'est là où... Pour un entrepreneur, c'est probablement là où il y a les plus beaucoup à faire et la plus belle expérience à partager, à recevoir aussi, à donner, comme tu le disais. Donc je pense qu'il n'y a que des belles choses à faire. En tout cas, je te remercie pour ton partage, d'être venu là sur cette semaine. Je pense qu'on a vécu des trucs cool et pas fini. Donc on a encore quelques journées à vivre, mais c'était très cool. Et puis écoute, je mettrai aussi, je pense, en description un petit peu de tout ça tes réseaux. Ça peut être intéressant de voir aussi ton parcours, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus. Ouais, alors après, voilà, comme j'ai dit, c'est une page qui se tourne et que c'est un nouveau chapitre que j'ai à ouvrir. Dans ce nouveau chapitre, justement, il faut que, là j'ai pour objectif d'être plus présent publiquement sur les réseaux parce que les gens me connaissent plus, on va dire de manière interne ou spécifiquement dans mon domaine, mais de manière publique, très peu. Donc j'ai peu développé mon personal branding. Donc ça, c'est par exemple quelque chose que 2026... C'est vraiment un axe que je veux travailler, développer ma personal brand. Donc oui, pour l'instant, mes réseaux sont peu développés. Et c'est normal. Et c'est normal, oui. Eh ben merci Flo, merci pour tout. C'était très lourd comme discussion. Et puis nous, on va retourner à notre trip dans ce beau Hilton. Exactement, ouais, j'aimerais bien découvrir le reste. C'est pas une palmeraie, mais c'est, comme l'a dit Keshin, c'est des pétales. C'est ça, hein, c'est l'île Fleur. Donc à découvrir un petit peu tout ça. De nuit aussi. C'est pas comme si tu avais une McLaren qui t'attendait en bas, finalement. Exactement. La petite McLaren qui est juste là, en bas, là. Et hâte de la retrouver, un petit peu ronronner, chanter. Mettre un petit peu de son 7000 dans le village. Mais ouais, en tout cas, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment honoré. Et je pense que c'est qu'un début. Je pense les gens pourront nous revoir ensemble, certainement sur d'autres formats, mais par exemple pour prochaine colloque, c'est sûr, pas celle de Suède, mais celle de Koh Samui, c'est sûr que je serai là. Avec plaisir, il n'y a plus qu'à. Merci Flo. Merci beaucoup.